au-delà de parler de votre grand-mère, le sujet fondamental, c'est celui de parler de vos proches. Que ce soit votre compagnon, vos frères, vos sœurs, vos cousins, votre maman, votre papa, votre grand-père, votre grand-mère. Tous ces gens-là, en fait, ont une influence sur les fondateurs de start-up que la plupart des fondateurs de start-up ne veulent pas admettre. Et pourtant, c'est et ça reste la première influence de tout projet entrepreneurial. Parce que l'idée du wound love, du loup solitaire qui entreprend est assez rare. C'est pas la chose la plus, c'est pas la chose la plus courante au monde. En général, vous êtes un être social qui a des interactions sociales et vous avez un entourage et cet entourage a une influence. Et cette influence, il faut la comprendre, il faut la maîtriser. Et en France, pour des raisons culturelles, pour des raisons historiques, pour des raisons aussi de génération, cette relation est caractérisée par la peur. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai géré des compagnons, des maris, des femmes, où j'ai géré des parents à The Family au téléphone pendant des heures, en leur expliquant que tout va bien, que The Family 1 n'est pas une secte, contrairement aux apparences, que non, il n'y a pas de problème, leur fils ou leur fille, ou leur mari, ou leur je sais pas qui, leurs proches, ne vont pas finir en prison. Non, non. Faire une entreprise en France est légal. Il n'y a pas que Bernard Tapie qui fait des entreprises. Que non, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas finir avec des huissiers à la maison et tout ça. Et en fait, j'ai fini par me rendre compte que, mine de rien, les proches représentaient l'une des plus grandes tensions que les entreprises vivaient. Pour la raison la plus simple, c'est que c'est très, très rare, lorsqu'on fait une entreprise, que tout se passe bien tout de suite, dès le début. Forcément, vous allez passer par un moment de peur. Alors, j'ai essayé de lister les peurs les plus courantes que j'entends, et l'une des premières, c'est le risque de carrière. Est-ce que faire une start-up, ça a un impact négatif sur la carrière? À votre avis, oui, non? Qui pense ici que faire une start-up a un impact négatif sur sa carrière? Eh bien, vous avez tous tort. Faire une start-up a un impact négatif sur la carrière. Point. Et oui, c'est comme ça. Vous êtes dans un pays qui s'appelle la France, on déteste l'échec. Si vous croyez à l'histoire que vous allez pouvoir, après avoir glandé 2 ans dans une start-up dont personne n'a entendu parler, retourner dans une entreprise et dire que cette expérience a été aussi très enrichissante, vous feriez mieux de faire un tour du monde. Faire un tour du monde a beaucoup moins d'impact négatif sur une carrière que faire une start-up. Ce n'est pas la peine de se voiler la face, ce n'est pas la peine de raconter des conneries. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour vous dire la vérité. La vérité, c'est que si vous regardez autour des 3 grands critères de carrière, à savoir le revenu par mois après année d'expérience, la position hiérarchique ou le bien-être au travail, sur ces 3 choses, le fait d'avoir fait une start-up a un impact négatif. C'est comme ça. Vous allez gagner moins que ce que vous auriez gagné si vous étiez resté, parce qu'on va avoir du mal à le valoriser. Évidemment, quand je dis faire une start-up, c'est faire une start-up qui a échoué. Évidemment, si vous faites une start-up qui a racheté 400 millions, en général, ça a un impact positif sur votre carrière. Donc, première chose, ça a un impact sur votre revenu. Deuxième chose, ça a un impact sur votre positionnement hiérarchique, parce que c'est très très dur, après avoir quitté une entreprise pendant 2, 3, 4 ans, de revenir et de réussir à valoriser cette expérience-là. Parce qu'on le veuille ou non, on n'arrive pas à comprendre ce qu'est une expérience start-up. Et quand on est une grande boîte, on n'arrive pas à mettre les gens dans des cases. Et encore pire, si vous avez le malheur de rentrer dans les programmes que les grands groupes aujourd'hui sont en train de mettre en place pour prendre des entrepreneurs et les ramener à leur sein, vous allez finir dans ce que j'appelle le zoo des grandes entreprises. C'est qu'on va vous montrer très fièrement, on va dire oui, oui, on a des entrepreneurs, regardez ce type, on l'a mis dans un enclos avec 3 repas par jour, c'est un entrepreneur, regardez, c'est incroyable. Et en fait, au début, vous allez croire à ce truc, puis vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes juste une excuse marketing et que les postes intéressants vont être donnés à des gens qui ont eu une carrière beaucoup plus classique et beaucoup plus intéressante. Alors, évidemment, si vous allez voir vos proches et vous leur dites « ce que je suis en train de faire, il y a un risque de carrière », bon, leur niveau d'angoisse risque de monter. Mais pourtant, vous devez leur faire comprendre quelque chose de plus fondamental. C'est que derrière ce risque de carrière, il y a un risque encore plus fondamental. Ce n'est pas parce que faire une start-up est un risque pour sa carrière que rester dans sa carrière n'est pas un risque pour sa carrière. Et ça, c'est la deuxième réalité de notre monde contemporain. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, dans leur boulot, n'ont absolument pas une ligne et une carrière qui est tracée. L'époque où, en fonction de son diplôme, on avait une carrière qui était tracée devant soi n'existe plus.
Et que même si aujourd'hui, être à l'intérieur d'une entreprise, ça a l'air d'être confortable, en fait, ça n'a jamais été aussi risqué. Vous avez les restructurations, vous avez la crise, vous avez le fait que énormément de gens plafonnent, vous avez le fait qu'il y a quand même une génération énorme de gens qui attendent des postes à importance depuis des années. Et donc, quand vous arrivez, la probabilité que vous l'essayiez est quand même très faible. Et donc, en fait, de ce point de vue-là, plutôt qu'essayer d'expliquer et de mentir aux gens, et les gens ne sont pas naïfs, je pense que l'une des premières attitudes à avoir avec ses proches, c'est d'être relativement transparent. Et je pense que les gens vivent bien l'idée que les gens prennent des risques assumés. Ce que je vois trop souvent dans l'entourage des startups qu'on accompagne, c'est que les gens mentent à leur entourage. Par exemple, on a excusez-moi, je suis mort de rire parce que ça restera l'histoire la plus dingue du monde. Un type a dit à sa femme enceinte que de toute façon, à The Family, tout le monde levait des dizaines de millions, donc il n'y avait pas de problème. Et il a utilisé la marque The Family pour rassurer. Et quand vous avez la femme enceinte au dernier mois qui vient vous voir, qui vous dit « Ah, c'est génial, j'ai hâte que mon mari lève plusieurs millions avec vous », et vous dites « Ah ouais, votre mari, il en est loin. » Et vous voyez le visage se décomposer, vous comprenez qu'il y a eu un petit problème de communication. Les gens comprennent les risques assumés. Les gens comprennent quand vous assumez les risques que vous prenez. Oui, je suis en train de prendre un risque de carrière, mais j'en suis conscient, je ne suis pas en train de me voiler la face, et que si je ne prends pas de risque, il n'y a pas de retour. L'entrepreneuriat est un acte de prise de risque. Si vous essayez de cacher cette prise de risque, si vous essayez de masquer cette prise de risque, si vous essayez d'enfumer cette prise de risque derrière des logos, derrière des marques, derrière je ne sais pas quoi, ça ne va pas bien finir pour vous. Vous devez être la première personne à assumer le risque. C'est exactement la même chose quand vous êtes au volant avec quelqu'un. Quand vous êtes au volant avec quelqu'un, imaginez quelqu'un qui conduit vite, mais qui est rassurant, parce qu'il a une conduite ferme. Vous avez beaucoup moins peur que quelqu'un qui conduit lentement, mais qui est très hésitant. Pourtant, le type qui conduit vite a beaucoup plus de chances de vous tuer que celui qui conduit lentement. Il n'empêche, psychologiquement, on préfère les gens qui assument les risques qu'ils prennent et qui les prennent correctement, plutôt que des gens qui ne les assument pas. Or, la plupart des entrepreneurs sont eux-mêmes pas convaincus des risques qu'ils prennent. Et votre premier travail vis-à-vis de vos proches, c'est vous-même. Votre premier challenge vis-à-vis de vos proches, c'est vous-même. Vos proches, finalement, ne sont bien que le reflet et le miroir des angoisses que vous projetez. Et si vous voulez avoir une vie assez facile de ce côté-là et pas avoir une prise de tête permanente, oui, tu as le droit de t'installer au premier rang. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur. Je dois poustillonner, ça doit se savoir. C'est ça, bonjour. Ah, un homme à haut risque. Donc, premier risque, risque de carrière. Ensuite, le deuxième risque le plus courant que les gens évoquent concernant les startups, c'est le risque d'endettement. Alors, on est en France, on a une sorte d'imaginaire folklorique des startups qui est très particulier et qui est fondé sur cette idée incroyable de gens qui ne se payent pas pendant des années, qui mettent leurs enfants et leur maison en caution et qui espèrent au final s'en sortir quand même. Et vous avez cette image, d'ailleurs, si on regarde à peu près toutes les œuvres populaires autour de l'entrepreneuriat, à savoir, par exemple, La vérité si je mens. Dans La vérité si je mens, qu'est-ce qui se passe? Il y a un huissier qui vient et qui embarque les meubles, qu'il soit pauvre, moyennement riche ou très riche. Dans tous les cas, c'est le destin du type qui est entrepreneur en France, c'est de se faire arnaquer par la police ou je ne sais pas qui, et puis cette autorité vient et vous écrabouille. Et dans à peu près tous les films concernant les histoires d'entrepreneurs, on est dans cet imaginaire de « il faut beaucoup, beaucoup d'argent pour se lancer ». Alors vous avez une chance quand même, c'est que le monde a beaucoup changé. C'était vrai il y a quelques années. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui étaient entrepreneurs dans les années 80, parce que ça demandait quand même autrement plus de courage qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez bâtir des boîtes avec 3 fois rien. Nous, on a cette stat complètement hallucinante à The Family. La capitalisation moyenne à la fondation de nos entreprises est autour de 10 000 euros. Perdre 10 000 euros dans sa vie, tout le monde s'en remet. Et vous avez une invention incroyable qui est la responsabilité limitée. Mais il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que si vous voulez prendre le maximum de risques, c'est exactement comme au casino, il ne faut pas se mettre à jouer. Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils ne savent pas mettre la ligne entre qu'est-ce qu'un risque acceptable, à savoir tout perdre et rater son entreprise, et qu'est-ce qu'un risque inacceptable, se mettre eux personnellement en danger. Or ça, c'est une ligne à ne jamais franchir, c'est la ligne de se mettre personnellement en danger. C'est relativement technique et simple. Vous avez le patrimoine de votre entreprise,
Alors là, vous êtes au casino, vous êtes à la roulette, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. La seule façon de faire quelque chose de gros, c'est de risquer gros. Mais par contre, vous avez votre patrimoine personnel à vous, et là, il doit y avoir une muraille de Chine. On a inventé quelque chose qui s'appelle la responsabilité limitée. Ne la balancez jamais par la fenêtre. Par exemple, il y a 3 dispositifs qui balancent ce principe par la fenêtre en France et que je déteste. Le premier, c'est le crédit bancaire, parce que les banquiers demandent des cautionnements personnels. Oubliez, si vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un de vous donner de l'argent, c'est que ce n'est peut-être pas le bon projet ou que vous n'êtes pas la bonne personne. La seule opportunité pour vous d'aller et de réussir votre projet, c'est d'aller vous endetter personnellement et de vous mettre dans des situations... Alors, je ne parle pas des crédits bancaires où les gens ils prennent 5 000 euros. Non, je parle des vrais risques de cautionnement. Ne faites pas ça. Votre entreprise est trop risquée. Récemment, à The Family, on a un type qui est venu nous voir nous expliquant qu'il allait emprunter 300 000 euros en se mettant en caution personnelle et qu'il avait mis son appart en caution pour lancer un réseau social de photographes. Je pense que je n'ai jamais eu une crise cardiaque pareille de ma vie, quoi. Je lui ai expliqué qu'avec son réseau social de photographes, il n'irait jamais nulle part, que j'étais désolé pour lui, et qu'il arrête tout de suite ces conneries, et qu'on ne se met pas dans ce genre de situation. Le deuxième risque, c'est faites attention avec ces histoires de bourse du genre Scientipol. Scientipol ou tous ces dispositifs de prêt d'honneur, etc., c'est à vous qui prêtent de l'argent, et ils vous racontent toujours la même histoire, ils vous disent « vous inquiétez pas, si ça ne marche pas, on ne viendra pas vous demander le remboursement ». Il n'empêche, le contrat que vous signez dit l'inverse. Quand vous leur faites remarquer que le contrat que vous signez dit l'inverse, ils disent oui, on sait bien, mais ça c'est parce que c'est légal ou c'est réglementaire. Nous, on est des gens sympas, on ne le fera pas. Alors, laissez-moi vous expliquer comment ce monde fonctionne. Un jour, un inspecteur des finances sera nommé à la tête de Scientipol. Parce qu'à la fin, en France, il y a toujours un inspecteur des finances qui est nommé à la tête des trucs. Et ce jour-là, ce type, il aura une idée géniale. Il regardera les comptes, il verra l'ensemble de l'encours et il dira « Bon, bah c'est génial, il y a plein d'argent à aller chercher. » Et vous, ça fera 15 ans que vous aurez oublié votre boîte, vous ne saurez plus de quoi ça parle. Et il y a un type qui viendra faire toc-toc et qui dira « Vous vous souvenez du contrat que vous avez signé en 2014 ?»« Non. Moi, je m'en souviens, regardez. » Et il ira chercher des mensualités avec les taux d'intérêt, les pénalités de retard, etc. Et si vous pensez que ça n'arrive pas, c'est que vous n'êtes pas suffisamment paranoïaque. Et si vous n'êtes pas suffisamment paranoïaque, vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Parce qu'à la fin, dans l'entrepreneuriat, il n'y a que les paranoïdes qui survivent. Et c'est un point important, c'est que vous ne pouvez pas aller et prendre ce genre d'engagement contractuel en faisant confiance à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir sur ce sujet-là. Et donc, ne mettez jamais en cause votre responsabilité limitée. La responsabilité limitée, c'est ce qui explique que l'entrepreneuriat est possible. On a inventé un truc incroyable qui est de dire que quand on fait une société, le seul risque qu'on prend, à supposer qu'on ait volé personne, c'est les apports qu'on a mis dans la société et qu'on ne peut jamais nous réclamer plus que ces apports. Ça, c'est une invention extraordinaire, c'est une invention des temps modernes. C'est une invention que vous ne devez pas passer par la fenêtre sous prétexte que les types ne sont pas capables de filer une bourse sans prendre de risques. Troisième institution très courante qui met en danger la responsabilité limitée, c'est les cautionnements. Alors là, c'est un sujet, c'est un petit peu en dehors du sujet du jour, mais j'aimerais faire un point là-dessus. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez signer des cautions à un moment ou à un autre. Ne signez jamais de caution personnelle. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça peut faire. Jamais, sous aucun prétexte, ne signez une caution qui engage votre responsabilité. Je peux vous raconter l'anecdote d'un entrepreneur qui a signé une caution pour prendre des bureaux personnels, qui a vendu la boîte, qui a oublié le cautionnement. La boîte a fait faillite 15 ans plus tard et on est venu lui réclamer 2 ans de loyer parce qu'il était caution et que la caution n'avait jamais été levée. Le principe d'un cautionnement, c'est qu'on le fait pour obtenir quelque chose et après on oublie. Et je peux vous dire, quand vous vendez votre boîte 10 ans après, vous ne vous dites pas « Ah oui, le jour où j'ai pris notre siège social, j'avais signé une caution ». C'est typiquement le genre de choses qu'on oublie. Mais le jour où il y aura un problème, c'est typiquement le genre de choses dont eux se souviendront. Parce que autant vous n'avez pas beaucoup d'intérêt à vous souvenir de ça, autant les autres ont un intérêt à se souvenir de ça. Donc, ce risque d'endettement, il est assez artificiel si vous êtes discipliné. Il est assez artificiel si vous ne vous mettez pas à jouer à la roulette. Et il est assez artificiel si vous avez suffisamment de discipline pour tracer une ligne très claire par rapport à ce que vous êtes prêt à perdre. Mettez votre temps en jeu, mettez l'argent que vous voulez investir en jeu, mais c'est exactement la même façon que quand vous allez au casino et que vous laissez toutes les cartes de crédit à la maison. Je peux en parler personnellement. Quand vous êtes joueur, il faut apprendre à vous maîtriser. C'est comme Ulysse qui veut écouter les sirènes, il s'attache au bateau.
Bah, vous, en tant qu'entrepreneur, l'une des meilleures façons de rassurer vos proches et l'une des meilleures façons de regarder vos proches dans les yeux et de leur dire « il n'y a pas de problème d'endettement », c'est justement en vous mettant dans une situation où il n'y a pas de problème d'endettement. Dernier petit point sur les sujets d'endettement, il y a une loi que les entrepreneurs ne connaissent pas en France et qui pourtant est importante, c'est que si un jour vous êtes en cessation de paiement, vous avez 30 jours pour le déclarer. Et ça, c'est hyper important. Alors, c'est quoi la cessation de paiement? La cessation de paiement, c'est le fait que l'ensemble de votre actif disponible soit inférieur à l'ensemble des dettes exigibles immédiatement. Ça, c'est une caractérisation technique de la cessation de paiement, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'argent pour payer vos dettes à l'instant T. À partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, vous courez au tribunal de commerce et vous le déclarez. Il faut savoir que rater une boîte, faire faillite, c'est pas grave. Ça arrive à des gens très bien, même après ils vont parler sur scène et ils donnent des leçons aux autres. Donc c'est pour vous dire. Mais le sujet, il est ailleurs. Le sujet, c'est que à partir du moment où vous passez ces 30 jours de cessation de paiement, la faillite devient frauduleuse. Et ça devient du pénal. Avant ces 30 jours, vous avez le droit. Passer ces 30 jours, c'est du pénal avec tout ce qui va avec, le procureur, le charmant de tout ce qui s'accompagne du fait que le droit de la faillite est un droit pénal en France. C'est historique, c'est hérité de Louis XIV, c'est comme ça. En France, par exemple, on a le délit de banqueroute qui est unique au monde, qui est justement ce truc, le fait d'attendre trop longtemps pour déclarer ses dettes. Donc pareil, ne déconnez pas. Imaginez que par exemple, vous dites, oui, mais ça fait 30 jours que je suis en cessation de paiement, mais dans 5 jours, quelqu'un me paye. Refusez-vous ce genre de choses. Mettez-vous dans la discipline que les règles, il y a peu de règles importantes, mais les règles fondamentales, vous devez les suivre. Et c'est ce qui fait que vous pourrez être très serein vis-à-vis de vos proches. Parce que l'une des angoisses des proches, et si ça crée un tel sentiment de suspicion dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il y a trop d'histoires et trop d'anecdotes de gens qui jouent avec le feu. Vous ne devez pas jouer avec le feu. Il y a des règles simples à suivre, tenez-vous-en. Alors, le troisième risque, assez courant, c'est le risque de réputation. Le risque de réputation, c'est quoi? C'est que mine de rien, les proches projettent en vous une sorte de sentiment de loser, et vous ne pouvez pas y échapper parce que la plupart des gens qui commencent une boîte ressemblent à un loser. Désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. On ne peut pas dégager autre chose que de la loose quand on commence une boîte parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va, et en général, on a une idée assez floue. Et qu'on soit optimiste ou pas, il faut comprendre que les gens ont une sorte de traducteur par rapport à ce que vous racontez. Prenons un exemple très simple. Ouais, j'ai une idée géniale, j'ai fait un business plan à 5 ans. Puis les gens entendent, oh là là, c'est pas vrai. Encore un type qui se prend pour Bill Gates. Vous dites une phrase du genre « mon produit est révolutionnaire ». Et puis les gens regardent votre produit, ils se disent « il y a un bug là, 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 ça ne marchera jamais ». Et en fait, à peu près tous les actes entrepreneuriaux, lorsqu'ils sont passés au prisme et au tamis de la réalité, ils ont l'air complètement cinglés. Et par définition, être entrepreneur, c'est aussi accepter que la réalité est différente. Quand vous dites ça, vous projetez un avenir dans lequel vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes déjà, mais vos proches ne sont pas dedans. Alors, l'une des angoisses que ça suscite chez les gens, c'est que mine de rien, les gens se disent « oh là là, ok, il va lancer sa boîte, il va rater parce que je le vois d'avance qu'il va rater. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va rater? Tout le monde va se moquer de lui. Et en se moquant de lui, bah, indirectement, il se moquera de moi parce que les proches ont une sorte d'aura. Vous savez, un jour, on m'a dit être à côté de gens intelligents, on a l'impression qu'on est intelligent. Mais être à côté d'idiots, bah, on a l'impression d'être idiot. C'est la même chose avec le succès. Les gens qui fréquentent des gens qui ont du succès, ils ont l'air d'avoir du succès. Les gens qui fréquentent des gens qui n'ont pas de succès, ils ont l'air d'en avoir encore moins qu'eux. Et ça, vos proches ont un instinct assez aiguisé là-dessus. Pour peu qu'en plus, votre grand-mère ait une haute opinion de ce que vous devriez faire avec vos études ou je ne sais pas quoi, ça peut être en plus exacerbé. C'est que ce qui est prestigieux à une époque ne l'est pas à une autre. La première fois que j'ai dit à quelqu'un que j'étais entrepreneur dans les années 2000, on m'a répondu « bah oui, je comprends, avec le chômage de nos jours, les jeunes n'ont plus de boulot ». Et aujourd'hui, vous dites vous êtes entrepreneur, ça ressemble un peu à être je suis une rockstar. Ça semble être quelque chose de tout à fait légitime. On se dit bon, peu de chances que ça marche, mais au moins, il y a un petit côté prestige qui s'accompagne dans l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est vrai dans la génération des entrepreneurs actuels, mais ce n'est pas vrai pour les générations précédentes, ce n'est pas vrai chez vos parents, et c'est encore moins vrai chez vos grands-parents.
Or, ce risque de réputation, si vous avez un travail pédagogique à faire, c'est de changer la vue que les gens dans votre entourage ont du succès et de l'échec. Et ça s'éduque. Ça c'est quelque chose qui se répète. Et ce n'est pas en le disant une fois que ça fonctionnera, c'est un combat, mais c'est votre responsabilité en tant qu'entrepreneur de réussir à convaincre les gens autour de vous que ce risque de réputation n'est pas si grave que ça. Alors, une fois que vous avez enlevé les grands doutes, à savoir, est-ce que c'est n'importe quoi parce que ce n'est pas une bonne décision de carrière? Est-ce que vous allez finir avec des huissiers à la maison? Et est-ce que vous n'allez pas être un paria? Normalement, vous avez réussi à avoir l'adoption de votre entourage par rapport à votre projet entrepreneurial. Et là commence le problème inverse. Le problème inverse, c'est quand votre entourage est enthousiaste par rapport à votre projet entrepreneurial. Alors ça, c'est beaucoup plus grave que le premier cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'un seul coup, les gens ont une opinion sur ce que vous faites. Et l'entourage, c'est pire que les investisseurs. C'est-à-dire que, encore, les investisseurs, ils voient plein de projets par an, donc quand ils donnent des conseils, de temps en temps, ça tombe juste. Mais alors, l'entourage, par définition, au mieux, vous êtes dans un milieu qui lit la presse. Au pire, vous êtes dans un milieu qui est nourri que par la télé. Mais dans tous les cas, ça ne risque pas d'être très, très actionnable dans votre projet. Or, le problème des projets entrepreneuriaux, c'est qu'en général, au début, ils sont tellement flous que tout le monde a une opinion dessus. Et à partir du moment où les gens vous supportent, leur rôle numéro 1 en vous supportant, c'est d'avoir des suggestions dans ce que vous faites. Alors, ça fait partie du prix à payer pour avoir un entourage supportif. J'ai envie de vous dire, soyez patient, écoutez, n'entendez pas grand-chose, et puis si ça se trouve, de temps en temps, il y aura une bonne idée qui sortira. On ne sait jamais. Je veux dire, tout arrive avec suffisamment de quantité. Mais la dernière chose à faire, c'est de vivre cette implication comme une intrusion. C'est à vous de mettre suffisamment de distance, et c'est à vous de gérer les gens suffisamment à distance pour ne pas les mettre en position de juge. Par exemple, vous pouvez expliquer ce que vous faites à votre entourage, ne demandez jamais l'avis de votre entourage sur ce que vous faites. Grande différence. Regarde, j'ai signé un contrat avec machin, ça c'est bon. Qu'est-ce que tu penses de signer un contrat avec machin? Ça c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que quand on demande l'opinion de quelqu'un, en général, les gens la donnent. Mais il y a un grand malentendu derrière ça. C'est que vous êtes assez naïf, vous allez dire « j'ai demandé l'opinion, mais j'ai pas besoin d'autre chose qu'une réponse ». Oui, mais sauf qu'en face, les gens qui ont donné l'opinion, ils s'attendent à ce que vous la suiviez, cette opinion. La maturité qui consiste à donner un avis et de ne rien en avoir à faire de ce que cet avis soit suivi ou pas, c'est déjà énormément de maturité. Et c'est une maturité que, par définition, votre entourage n'a pas, parce qu'à moins d'avoir des professionnels de l'investissement, il faut quand même pas mal d'années avant de se rendre compte que les avis qu'on donne et les conseils qu'on donne ont un impact assez marginal sur les gens. Et c'est finalement la chose la plus fondamentale à comprendre, c'est que si vous mettez les gens en position d'être juges, ils seront juges. Si vous mettez les gens en position de vous donner des conseils activables, ils vous donneront des conseils activables. Et revenir en arrière et enlever du pouvoir à quelqu'un que vous avez donné, c'est très dur. C'est extrêmement dur et vous allez passer votre temps à gérer l'étonnement. Et vous ne voulez pas gérer l'étonnement des gens. Alors, un des problèmes un autre problème, c'est qu'à cause de ça, il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais chercher auprès de votre entourage. Et désolé de vous le dire, c'est que par définition, vous ne pourrez jamais chercher du support psychologique. Par définition, vous pourrez chercher du support inconditionnel, mais vous ne pourrez jamais avoir du support réel. Vous pourrez avoir de l'amour parce que les gens vous aiment et parce que c'est votre entourage, mais vous ne pourrez jamais avoir quelque chose qui vous rassurera et qui sera la même chose que ce que vous pouvez aller chercher auprès d'experts. Et surtout, ne mettez pas cette responsabilité dans la main des autres. Si vous faites un acte comme celui d'entreprendre, votre rôle, c'est d'assumer cet acte et d'aller au bout de cet acte. Et l'un des problèmes quand on est entrepreneur, c'est qu'on est seul. Que vous le vouliez ou pas, vous allez être seul face à votre projet. Vous verrez, quand ça rate, c'est de votre faute. Quand ça réussit, c'est grâce à tous les gens qui sont autour de vous. Ça, c'est la réalité des entrepreneurs. Et nous, on le voit, on a des entrepreneurs qui réussissent superbement bien et leurs équipes sont les premières à raconter que c'est grâce à eux que tout réussit bien. Puis à côté, on a des entrepreneurs où tout foire et les équipes sont toujours en train de vous expliquer que c'est de la faute des fondateurs, que c'est de la faute du patron. Ça va avec le job.
C'est normal. C'est un moment, s'il y a des avantages dans un job, il y a pas mal d'avantages à être entrepreneur. Vous gagnez en général bien votre vie si ça réussit, vous captez une grande partie de la valeur, c'est hyper intéressant, c'est hyper enthousiasmant, c'est hyper excitant. Mais forcément, ça veut dire quelque chose en échange. Et ce que ça veut dire en échange, c'est que vous allez être affreusement seul. Et si vous mettez cette responsabilité dans vos proches, si vous essayez d'avoir chez vos proches autant de support et de risques que vous en prenez, c'est de l'enfantillage. Ce n'est rien d'autre que de l'enfantillage. Votre boulot auprès de vos proches, c'est de leur faire croire et de leur donner l'illusion et la confiance que tout se passe bien. Parce que ce que vous voulez tirer d'eux, c'est du support, c'est de l'espoir. Et vous ne voulez pas aller tirer les micro-détails de votre business et les micro-up and down. Vous savez, c'est quoi le plus grand problème dans l'entrepreneuriat? C'est qu'il y a deux types de sentiments quand on est entrepreneur. Quand son projet marche et quand son projet fonctionne, il n'y a que deux types d'émotions qu'on connaît, l'euphorie et la dépression. Et qu'au milieu des deux, il n'y a rien. Parce que vous passez d'états d'euphorie incroyable parce que vous avez des victoires à des moments de dépression extrême parce que vous avez des échecs. Ce zigzag, c'est votre rôle pour l'extérieur de le mettre à plat. C'est-à-dire, lorsque vous avez des moments d'euphorie, de ne pas trop partager cette euphorie sous prétexte de passer pour un rêveur. Et quand vous avez des dépressions, de garder ces dépressions le plus plates possible pour ne pas donner de sentiment de panique. Parce que autant de l'intérieur, tout ça fait sens, et autant de votre point de vue, le fait d'avoir une boîte qui vaut 1 milliard le lundi et d'être en faillite le mercredi, ça paraît tout à fait logique et tout à fait raisonnable, mais pour votre entourage, ça n'a pas de sens. Et ça ne créera que de la défiance vis-à-vis de vous, et ça ne créera que des moments où les discussions vont être complètement absurdes, parce que vous allez finir par rendre responsables les gens de cette incompréhension, vous allez rendre responsables les gens autour de vous que c'est de leur faute s'ils ne vous comprennent pas, mais en général, quand vous en arrivez à ce stade-là, c'est que c'est plus récupérable. Et vous ne voulez pas arriver à ce stade-là. Vous voulez rester à un stade où c'est une sorte d'entente cordiale. Pensez mariage arrangé. Imaginez ce que ça devait être la vie des gens qui avaient un mariage arrangé, qui faisaient semblant de s'aimer. Ben dites-vous que le mariage arrangé, c'est votre start-up. C'est la même chose. Forcément, il y a des hauts, forcément, il y a des bas, mais c'est votre rôle de garder la température à la même température tous les jours pour montrer de la consistance. Pour montrer que finalement, il y a des progrès, que ces progrès sont consistants et que les gens doivent maintenir leur confiance et ils doivent être patients sur les aspects les moins court-termistes, à savoir votre revenu et le fait d'être riche. Alors, dernière question que les gens nous posent tout le temps et qui est finalement que la conclusion à tout ça, c'est est-ce que je dois prendre l'argent de mes proches? Est-ce que je dois prendre du love money? Parce que finalement, derrière tout ça, derrière ce support, vous restez des entrepreneurs et comme tous les entrepreneurs, vous êtes profondément intéressés dans tout ce que vous faites. On le sait. Et donc la question c'est comment je fais pour prendre de l'argent à mon entourage? Comment je fais pour prendre du love money? Alors, la seule façon raisonnable de prendre du love money, c'est d'assumer que cet argent est perdu. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Et ça suppose deux choses. Ça suppose une hyper-transparence sur le fait que vous n'allez pas rentrer dans les détails de votre business, qu'au-delà de la présentation du concept, vous n'allez pas vivre un interrogatoire, mais que vous demandez aux gens un acte de foi parce que c'est vos proches. Et cet acte de foi est fondé sur quoi? Il est fondé sur que finalement, vous avez besoin de cet argent et qu'eux peuvent se permettre de le perdre. Et ça, c'est la bonne combinaison. Si vous n'avez pas ces deux critères, vous ne pouvez pas prendre du love money. Si vous avez besoin de l'argent mais que vos proches ne sont pas prêts à le perdre, ce n'est pas du love money. Si vous n'avez pas besoin de l'argent mais qu'ils sont prêts à le perdre, ce n'est pas du love money aussi. La bonne configuration du love money, c'est que vous avez besoin de l'argent et les gens qui vous le donnent sont prêts à le perdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez leur dire clairement, quitte à leur faire signer un document, leur expliquant clairement que l'argent qu'ils viennent de vous donner n'existe plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des investisseurs professionnels. Si ces gens vous donnent de l'argent en espérant être riches, il faut leur expliquer que c'est très peu probable que ça arrive. S'ils vous donnent de l'argent parce qu'ils vous aiment, prenez-le. Franchement, quand on a des avantages comparatifs, on en profite. C'est l'une des choses les plus inégalitaires entre les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont un entourage qui a de l'argent et les entrepreneurs qui ont un entourage qui n'a pas d'argent. On ne va pas faire un long dialogue sur l'égalité sociale, c'est comme ça. Donc si vous faites partie de la catégorie des gens qui peuvent profiter de cet argent, profitez-en, mais dans de bonnes conditions.
Si vous commencez à jouer au jeu du business model, au jeu du pitch, au jeu de l'explication hyper grandiloquente de comment les 10 000 € que les gens mettent chez vous va les rendre milliardaires, vous avez perdu. Ça, c'est un discours que vous pouvez avoir avec des investisseurs professionnels. Ce n'est pas un discours que vous pouvez avoir avec des investisseurs personnels. Et le point, c'est que la plupart du temps, au début, pourquoi le love money est utile? Parce que c'est un argent qui vient pour votre éducation. D'ailleurs, on a eu un entrepreneur ici qui a perdu tout l'argent de son père. Et il était désespéré d'avoir perdu tout l'argent parce que lui, il croyait qu'il allait rendre son père beaucoup plus riche qu'il ne l'était. Et son père lui a dit, ta sœur m'a coûté 150 000 € à Harvard. Finalement, l'argent que je t'ai donné, je pense qu'il est bien mieux dépensé. Je me suis dit, ce type a compris ce qu'était le love money. Et c'est ça, en fait, le love money. Le love money, c'est une dépense. Ce n'est pas un investissement. Alors, c'est une dépense importante parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vous fait un cadeau à 5, 10 ou 20 000 €. Mais ça ne doit pas être vécu autrement qu'une dépense. Si c'est quelque chose dont les gens ont besoin, si c'est de l'argent sur lequel les gens comptent, c'est votre responsabilité de ne pas la prendre, même si les gens croient dans votre entreprise. Et ça, nous, on l'a vu trop souvent. On a vu des gens n'ayant pas des moyens, mais parce qu'ils croient énormément dans leurs proches, ont envie de mettre de l'argent. C'est de la responsabilité de ces gens-là de refuser leur argent. Parce que vous ne pouvez pas savoir où ça va et comment ça va finir. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Comme ils sont tous timides, Constance, je suis sûr que tu as une question. Alors, la question c'est, j'ai dit qu'il y avait un problème de carrière quand on faisait une start-up, ça avait un impact négatif. Et il s'avère que dans une vidéo, j'ai expliqué l'inverse. J'ai expliqué que les salariés dans le futur devraient avoir une ligne entrepreneuriale pour réussir. Alors, je vais reformuler dans le contexte que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que, vu la vitesse à laquelle le monde se transforme, tout le monde devrait au moins avoir une ligne entrepreneur dans son CV. Pourquoi? Parce qu'à long terme, c'est ce qui va protéger les gens dans le cadre de leur carrière de réussir à se construire une carrière intéressante. Ça ne veut pas dire que cette ligne sera valorisée immédiatement par l'entreprise. Ça veut juste dire que vous aurez un avantage dont l'entreprise n'aura pas conscience. C'est très différent comme idée. Moi, je pense que tout le monde devrait essayer au moins une fois d'être entrepreneur, d'abord pour s'enlever cette question et ce rêve de la tête, et deuxièmement parce qu'on y apprend des choses qui sont utiles quoi qu'on en fasse. Mais cet apprentissage, il a un coût. Ce coût, c'est comme passer 2 ans à faire le tour du monde ou passer 2 ans à aller faire un MBA ou je ne sais pas quoi. Par définition, ça a un coût dans ta carrière. Si tu vas faire un MBA, tu vas avoir plus 30% de salaire. Si tu es entrepreneur, tu vas avoir moins 30%. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vaut pas mieux être entrepreneur qu'aller faire un MBA. Et ça ne veut pas dire que les opportunités qui vont se présenter après coup ne seront pas meilleures. Mais l'idée qui consiste à dire, sous prétexte que j'étais entrepreneur, immédiatement et à court terme, je peux le valoriser en revenant dans le monde de l'entreprise, est fausse. Ça ne fonctionne pas. C'est très dur. Et c'est très dur, après avoir été entrepreneur, de retomber dans un cadre classique. Parce que d'un seul coup, la vie, elle est ce qu'elle est. Ces entreprises, elles sont ce qu'elles sont. Elles gèrent des résiliences. Elles ne créent pas des nouveaux business. Et quand tu gères une résilience, tu n'as pas envie que les gens viennent proposer des milliers d'idées, soient actifs, etc. Ce n'est pas la nature de ces boîtes. Donc forcément, ça a un impact. Ouais, vas-y. Attends, j'entends rien, excuse-moi. Comment on peut expliquer à nos proches qu'on ne veut pas qu'ils s'ingèrent dans notre business sans les laisser? Dans le sens qu'ils peuvent mal le prendre en disant... Je comprends. Il y a une seule façon de le faire, c'est en ne leur laissant jamais l'opportunité de s'ingérer dans ton business. Mais si, c'est un point important. Déjà, ne jamais leur demander leur avis. C'est une discipline très importante. Si tu demandes l'avis, forcément que les gens s'ingèrent. Et si les gens s'ingèrent, c'est ta faute. C'est ta responsabilité de garder les gens à distance. Et c'est ta responsabilité de mettre un cadre et de risquer donc des micro-vexations pour éviter des grandes vexations. Il ne faut pas avoir peur à des moments simplement d'expliquer les règles du jeu et d'expliquer qu'il y a des choses qui sont acceptables et des choses qui sont inacceptables. Et s'il y a des micro-vexations, ce n'est pas grave. Parce qu'il vaut mieux avoir des micro-vexations tout de suite que des grandes engueulades plus tard. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans les couples que les proches. Parce que forcément... bah oui, par définition, c'est la personne. Normalement, si ça se passe bien dans ton couple, c'est la personne avec qui tu parles le plus. Donc, par définition,
les gens ont tendance à mettre une sorte de responsabilité alors que les gens ont partiellement de l'info. Même si tu parles 3 heures par jour avec la personne que tu aimes, par définition, elle a beaucoup moins d'informations que toi, tu n'en auras jamais. Et ce décalage d'informations, ben, c'est là où les décisions importantes. Tu peux demander un avis, tu peux demander un conseil, mais tu ne peux pas demander aux gens d'être responsables des décisions que tu prends. Ouais, vas-y, on recommence. Ah, moi, je suis partisan à fond de ça, à l'inverse. Parce que moi, je pense que si tu fais ce genre d'acte ensemble, ça montre tout de suite si tu es fait pour être avec la personne ou pas. C'est un très bon test. Parce qu'au moins, si tu mets tous les œufs dans le même panier, si le panier doit casser, tu as l'omelette, c'est direct. Et c'est pas grave, et tu passes à autre chose. Moi, c'est plutôt ma façon de faire. Mais parce que ma gestion de risque, elle est dans la maximisation de ce que je peux avoir. Elle n'est pas dans essayer de préserver ce que j'ai déjà. Mais vous n'imaginez pas, hein, les boîtes faites par des couples sont des boîtes hyper impressionnantes et solides. Il y a un nombre d'entreprises que vous ne soupçonnez pas d'avoir été fondées par des couples, mais qui sont incroyables. Par exemple, prenez Eventbrite. Eventbrite, ils ont fait une boîte, un enfant et changé de ville en même temps. Et ils ont tous les deux démissionné de leur carrière. Vous imaginez ce que c'est faire une boîte avec le stress d'avoir un enfant qui arrive et plus aucun revenu des deux côtés. Alors là, soit ça fait Eventbrite, soit vous n'entendez jamais parler et ça fait un divorce. Hein. Enfin, il y a strictement rien au milieu. Hein. C'est pas... Oui. Ce n'est que de la com. Il n'y a aucune grande entreprise qui aujourd'hui a le moindre programme sérieux avec les startups. Aucune. Je le dis publiquement parce que cette com, elle est importante, elle a plein d'effets positifs. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Ça crée de la sensibilisation, ça crée de l'éducation, ça crée une transformation lente. Mais mettre sa vie et sa responsabilité dans ce genre de programme et dans ce genre d'espoir, c'est inconscient. Parce que le problème, c'est qu'à la fin, ce genre de programme raconte une histoire aux gens. Les gens achètent cette histoire et quand ils arrivent face au truc, ils se rendent compte qu'en fait, la réalité est bien loin des promesses qui ont été faites en com. Et c'est normal. C'est le rôle de ces entreprises de faire ce genre de com. C'est le rôle d'organismes de faire des passerelles. Mais c'est le rôle des entrepreneurs de savoir la réalité exacte de ces programmes. Et par définition, aujourd'hui, je veux dire, il y a un point tout bête à regarder. Dans quel COMEX un entrepreneur aujourd'hui a eu ça comme parcours avant d'être membre du COMEX? Si vous prenez la Silicon Valley, il y a plein de gens qui ratent leur boîte, ils sont nommés dans le board de grandes entreprises assez traditionnelles. Walmart a un membre du comité exécutif qui a 27 ans. C'est une start-up qu'on lui a rachetée. Le jour où Carrefour nomme un entrepreneur dans son COMEX qui a été racheté, je dirais effectivement, il y a des relations réelles. Mais en attendant que ce jour arrive, aujourd'hui, dans les ressources humaines, il y a une tension entre le fait qu'il y a une reconnaissance claire du fait que le projet entrepreneurial peut être intéressant, mais en même temps, à côté d'un X-Min, ça reste un profil en dessous. C'est ça le point. Et ce point, aujourd'hui, c'est une réalité concrète de notre pays. Ça va changer. Je n'ai jamais dit que ce que je disais était figé. Mais si on regarde la situation aujourd'hui en 2014, elle est ça. Et donc, quand on est entrepreneur, il faut admettre ce risque. Et ce n'est pas un risque très grave. Hein. Je perdre quelques points de salaire et quelques points d'indice, on s'en remet. Mais ce qui est terrible, c'est de croire à cette histoire que ça va avoir l'effet inverse. Moi, j'en vois même créer des boîtes juste dans ce sens-là. Alors là, ça finit toujours en cata. Enfin, ça ne peut pas finir autrement. Ouais. Bah si, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ne s'adressait pas qu'à des jeunes. Je pense que c'est encore pire. C'est encore pire quand on a une responsabilité, des enfants, des gens qui comptent sur nous. Il faut d'autant plus être clair et précis sur pourquoi on fait quelque chose et pourquoi ce risque est assumé. Par exemple, je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Je me dis, est-ce que si j'avais des enfants, je changerais d'attitude vis-à-vis du risque? Et en fait, j'ai la certitude que non. Parce que j'ai grandi dans une famille pauvre et ça ne m'a jamais rendu malheureux. Et je ne vois pas pourquoi je devrais me forcer à être riche pour mes enfants. Si tout ça doit finir en cata, ce sera en cata, parce qu'ils auront quand même de l'amour. Mais c'est hyper assumé chez moi et c'est hyper réfléchi. Et c'est ça le point. Le point, il n'y a pas de bon choix. Je comprends très bien. Il y a des gens, ils n'osent pas se lancer dans une aventure entrepreneuriale parce qu'ils ont habitué leur famille à un style de vie et que ce style de vie, ils ont l'impression que ça fait partie de leur bonheur. C'est légitime. Je suis personne pour juger ça. Ce que je juge, par contre, c'est les gens qui ont des décorrélations entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font.
Ils pensent qu'ils ont besoin d'une aventure entrepreneuriale, mais ils veulent 20 000 € de salaire par mois. Bah, ok, ça ne fonctionne pas, c'est comme ça. Il y a pas, le Père Noël n'existe pas. Il n'y a pas de façon de concilier ce genre de choses, et c'est la vie. Mais il faut juste avoir un alignement très clair vis-à-vis de ses proches. Oui, vas-y. Non, mais si, c'est assumé. C'est assumé. Hein. J'ai réduit ça à un problème de com. C'est parfaitement assumé, j'ai pas de problème avec ça. C'est vrai que j'ai pas. Vous auriez un exemple d'autres. Ouais, non, je sais pas. Pour être honnête, j'ai remarqué que c'était très très souvent des problèmes de communication. Bon, l'année dernière, on a géré un divorce dans The Family entre deux fondateurs, au sens divorce avec des enfants, civils, tout ça. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand malentendu entre les gens et qu'en général, la plupart des problèmes sont des problèmes de communication. Parce que comme les gens veulent croire eux-mêmes à leurs propres histoires, ils racontent. En fait, ce que vous racontez à vos proches n'est que le reflet de ce que vous voulez croire vous-même. Et ça, c'est dangereux parce que la chose la plus dure, c'est qu'il faut d'abord se raconter les bonnes histoires à soi-même pour pouvoir convaincre ses proches.